D'accord. Et nous appartenons donc au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Okay. Et nous avons donc 5 missions à respecter. La première de nos missions, c'est la recherche. La recherche, elle est basée donc sur les collections. Les collections, elles sont à la fois vivantes, donc collections animales vivantes, donc la ménagerie que l'on va voir aujourd'hui, mais il y a également les collections vivantes de plantes, okay, et les collections donc inertes, donc les collections mortes, que vous voyez donc aujourd'hui, qui sont des collections qui sont conservées à la fois dans l'alcool, ou qui sont des collections de matériel donc sec, donc des animaux qui sont des peaux, des squelettes, etc. Donc matériel sec. Donc recherche, collection. Après, nous avons tout ce qui est diffusion des connaissances. Donc c'est la mission pour laquelle vous êtes reçus aujourd'hui, donc diffusion des connaissances à tout public, que ce soit donc pour les scolaires, mais que ce soit donc pour le grand public également, donc qui sont donc avec des animations comme celle d'aujourd'hui, mais également donc des conférences pour le grand public. Et nous avons également une mission enseignement. Donc l'enseignement concerne donc tout ce qui est après le baccalauréat, donc avec des formations pour des masters, où il y a également des encadrements donc pour le doctorat. Donc ça, c'est notre mission enseignement. Et la dernière mission, c'est la mission expertise. Donc l'expertise, c'est par exemple, alors ça peut être l'expertise de base où on va nous dire « Ah ben voilà, j'ai des petites grenouilles dans mon jardin, je voudrais savoir de quelle espèce il s'agit. » Donc ça, c'est une expertise de base. Mais ça peut être également des expertises beaucoup plus importantes qui sont demandées par le ministère. Où le ministère va nous demander, par exemple, va demander aux chercheurs « Bon, quel est l'impact du réchauffement climatique sur les animaux ?» Par exemple. Voyez, donc ça veut dire qu'au niveau expertise, on a un éventail donc, de possibilités donc, très très important. Donc ces 5 missions sont les 5 piliers donc, du muséum. Donc si vous avez quelque chose à retenir, ce sont ces 5 missions pour le muséum. Okay. Donc là, on associe donc 2 missions, à savoir la diffusion des connaissances avec donc, les collections donc, du muséum, à savoir les collections inertes, donc les collections dans l'alcool dans un premier temps, et après on ira voir les spécimens secs donc à côté. Okay. Les types. Alors, oui. Explique. Alors ici, on est donc dans la collection des reptiles et amphibiens. C'est une des plus belles au monde. Sinon, la plus belle au monde. 450 000 spécimens, donc plus de 2000 types. Alors, les types, ce sont les animaux qui sont, comme on peut voir ici, indiqués avec une étiquette rouge. C'est le spécimen qui détermine l'espèce. Il y en a un au monde. Donc si on veut voir le type de Atheris anisolepsis, on vient ici le voir. On n'ira pas ailleurs. Il est là. Donc voilà ce qui fait la collection. La valeur de la collection, ce sont les types. Ce n'est pas une quantité forcément. Enfin, on a aussi quand même des quantités. Voilà, je te laisse la parole. Puis on va avancer parce que malheureusement, on est très très limité. On pourra vous en parler pendant toute la journée. Alors, je vous demanderai bien évidemment, comme vous avez pu le comprendre avec les types, de faire excessivement attention à vos mouvements afin qu'il n'y ait pas une flûte qui tombe par terre et qui se casse, parce que, surtout si c'est un type, ça serait vraiment catastrophique. Donc ici, vous êtes donc dans la partie serpent. Alors, vas-y, avancez. Bon, la classification animale, je vous écoute. Hein, je vous écoute. Les reptiles. Est-ce que vous connaissez le terme de reptile? Quand même. Vous avez déjà entendu parler des reptiles. Bon, alors les reptiles d'un point de vue arbre phylogénétique, que vous avez dû voir au moins en CM2, parce que ma fille qui est en CM2 est en contrôle de bio aujourd'hui, et ça fait partie de son contrôle. L'arbre phylogénétique, ça vous dit quelque chose? La classification animale, ça vous dit quelque chose? Oui? Non? Absolument pas. Waouh! Il y a du travail là. Il y a vraiment du boulot. Bon, alors, on classe les animaux, hein, désormais, donc en fonction de leurs ancêtres communs. Okay.
Donc ça veut dire qu'on va partir, donc vous imaginez un arbre, okay, bien, avec donc l'arbre, le tronc, c'est vraiment les ancêtres communs purs et durs, et à chaque fois vous avez des grosses branches. Bien. Donc nous on va prendre une grosse branche qu'on appelle les tétrapodes. Est-ce que tétrapode ça vous dit quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire tétrapode? Pod. On réfléchit. Le pied, ouais. Donc, et tétra, en maths 4. Donc 4. D'accord. Donc, on a la grosse branche, donc des tétrapodes, ce sont donc tous les animaux qui ont 4 membres. Okay. Sur cette grosse branche, vous en avez d'autres, des branches plus petites, enfin moyennes, qui vont partir de notre grosse branche, dont une qui va donner donc les mammifères, c'est-à-dire nous. C'est quoi la définition des mammifères? Alors, qu'est-ce qu'un mammifère? Bien, donc un mammifère, c'est nous. À savoir que ce sont les animaux qui ont des poils et qui ont des mamelles, donc qui donnent du lait à leurs petits. Donc on a la grosse branche, donc des mammifères. Mais on a une autre grosse branche, donc, qui va donner ce que l'on appelle les sauropsidés. Et les sauropsidés, ce sont finalement donc les reptiles. Mais les reptiles avec les oiseaux. Parce que les oiseaux, ce sont les ancêtres, les ancêtres des oiseaux, ce sont les dinosaures. Et maintenant, les oiseaux et les crocodiles sont sur la même branche, une petite branche que l'on appelle les archosauriens. Et puis on a une autre branche qui va donner donc les chéloniens, qui sont donc les tortues. Et on a encore une autre branche qui va donner donc les squamates. Donc les squamates, vous avez déjà entendu certainement squamer. Ça vous dit quelque chose ce terme en français, squamer? Quand vous prenez un coup de soleil l'été, qu'est-ce qui arrive à votre peau? Elle rougit et puis après? Elle pèle. Elle pèle. Et donc ces espèces de petites peaux là, voilà, ce sont des mues. Et donc ça vient donc de la peau, et la peau donc des squamates, elle est écailleuse. Ok, elle a des écailles. Bien. Alors, tout ça pour dire que donc, le terme de reptile, à proprement parler, n'existe plus. Si vous voulez parler des reptiles genre lézards, tortues, serpents, sphénodons, mais on va pas en parler aujourd'hui, il faut parler de reptiles non aviens, c'est-à-dire de reptiles sans les oiseaux. Et du coup, là, vous éliminez, donc vous mettez de côté ce qu'on appelle les archosauriens, donc les crocodiles et les oiseaux. Okay. Donc là, aujourd'hui, on va parler de reptiles non aviens, d'accord, de reptiles sans les oiseaux. Ok. Bien. Mais pour faciliter donc le langage, on va continuer quand même à garder ce terme de reptile pour que vous compreniez quand même de quoi je parle. Ok. Je ne veux pas parler de sauropsidés toute la sainte journée, sinon vous allez péter un plomb. Hein. Ok. Bien. Donc ophiophages, donc dans les squamates, c'est-à-dire les lézards et les serpents, vous avez donc les ophidiens. Et les ophidiens, ce sont tous les serpents. Ok. Donc ophiophage, ça vient de ophidien, serpent. Donc ophiophagus, qui mange des serpents. Donc ça veut dire que le cobra royal, il se nourrit de serpents. Très bien, t'as suivi, il y en a au moins une qui a suivi, bravo, félicitations. Bien, donc aujourd'hui je vais surtout vous parler des espèces françaises, parce que le cobra royal on le trouve plutôt donc, en Asie. Et moi ce qui m'intéresse c'est de mettre en avant et de vous... Vous avez devant votre maison la plupart du temps, ou au moins en France, donc sur notre territoire métropolitain. Ok? Bien. Donc vous connaissez les couleuvres, vous connaissez les vipères. Vous avez déjà entendu parler de ces bêtes? Ouais. Bon, alors vous allez pouvoir me faire la différence entre une vipère et une couleuvre? Hein? Vas-y, vipère, t'as le droit, hein? Non? Tu as le droit de parler aussi, hein? Alors, comment est-ce qu'on reconnaît une couleuvre? Ça, je ne suis pas d'accord avec toi, il y a des couleuvres qui sont venimeuses. C'est pas grave. C'est une proposition, très bien.
Alors, oui, mais ce n'est pas un critère d'identification, parce que tu as des couleuvres qui veulent faire croire qu'elles sont des vipères, et crac, elles rendent leur tête triangulaire. Les yeux. Que du bluff. Les yeux. Les yeux, oui, alors. Les yeux de la couleuvre, elles sont comment? Ils sont comment, pardon? Ronds, tout à fait. Et les yeux, donc la pupille chez la couleuvre, elle est ronde. Et la pupille chez la vipère, elle est comment? Elle est... Non, non, ça c'est la couleuvre. Alors la pupille chez la vipère, elle est verticale. Alors je vais vous donner un truc que m'a donné un enfant, donc un jeune, pardon, pour se souvenir de ce critère d'identification. C'est que la couleuvre, elle a l'œil rond comme le haut de couleuvre, et la vipère, elle a la pupille verticale comme le i de vipère. Donc ça, vous pourrez vous en souvenir. Okay? Bien, donc, on a effectivement comme critère d'identification la pupille. Après, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme critère d'identification pour reconnaître ces deux espèces? Une idée? La couleur, tu oublies, ce ne sont pas des critères d'identification. La queue, très bien. Ah, j'en ai un qui s'y connaît un peu. Donc la queue, elle est comment chez la couleuvre? Alors, vas-y, continue ton nom. Tu sais pas? Alors, la queue chez la couleuvre, elle est longue et très effilée. Alors que la queue chez la vipère, elle est toute petite et brusquement rétrécie. Okay. Donc, généralement, quand vous voyez un serpent dans la nature, ce que vous avez juste le temps de voir, c'est la queue. Parce qu'il s'est échappé. Okay. Donc, si tu vois que la queue, elle n'en finit plus, qu'elle est vraiment très très fine et très très longue, tu es sûr que c'était une couleuvre. Et ce qui te permet aussi de savoir que c'était une couleuvre, c'est que lorsque tu as affaire à un gros spécimen, donc un gros serpent de plus d'1 mètre, tu es sûr que c'est une couleuvre. Mais il faut quand même d'autres critères d'identification parce que tu es peut-être tombé sur un juvénile de couleuvre. Okay. Donc, la taille, la queue, la pupille. Encore d'autres critères que je vais vous montrer après sur les spécimens. C'est le nombre d'écailles entre l'œil et la bouche. Donc ça, entre l'œil et la bouche, quand vous trouvez des murs, ça peut vous aider à savoir que c'était une vipère ou une couleuvre. Si vous avez une rangée d'écailles entre l'œil et la bouche, c'est une couleuvre. Si vous avez plusieurs rangées d'écailles, de 2 à 3 rangées d'écailles entre l'œil et la bouche, c'est une vipère. D'accord? De plus, sur la tête, le sommet donc de la tête de la couleuvre, vous avez des grosses écailles que l'on appelle des plaques. Donc au moins 9 plaques, c'est une couleuvre. Si ce sont de toutes petites écailles, ou 3 grosses écailles donc sur la tête, c'est une vipère. Ok? Donc je répète, pour la couleuvre, la pupille est ronde, la queue est longue et effilée, de gros spécimens adultes, une rangée d'écailles entre l'œil et la bouche, et de grosses écailles donc sur la tête. Ça, c'est la couleuvre. La vipère, la pupille est verticale, petites écailles donc sur le sommet de la tête, plusieurs rangées d'écailles entre l'œil et la bouche, de petits animaux, c'est-à-dire 80 cm, 85 cm, c'est déjà une belle vipère, et la queue, elle est brusquement rétrécie. Maintenant, je vous montre avec des spécimens. Alors, je vais vous montrer une vipère. J'aurais pas dû vous dire que c'était une vipère, je suis bête. Alors, nous, on va jouer, ça sera bien. On va y arriver. Alors, voilà. Et la plupart du temps, enfin c'est pas la plupart du temps, les vipères, elles ont des écailles carénées, donc sur la peau, comme certaines couleuvres d'ailleurs. Okay. Donc voilà une vipère aspic. Maintenant, il faut savoir un truc, c'est que tous les reptiles et tous les amphibiens de France sont protégés. Vous n'avez pas le droit de les tuer, vous n'avez pas le droit de les ramasser, vous n'avez pas le droit de les déplacer, vous n'avez même pas le droit d'y toucher mort. Et ça, c'est valable aussi pour les amphibiens.
à savoir les têtards. Les têtards, que ce soit au niveau des œufs, des têtards ou des adultes, interdiction d'y toucher. Maintenant, il y a une dérogation vis-à-vis des vipères, malheureusement. C'est vous avez le droit d'y toucher ou même de les tuer à partir du moment où il y a un réel danger. C'est-à-dire que la vipère, elle est rentrée dans votre chambre, par exemple. Donc là, vous avez le droit donc, de la tuer. Mais ne les tuez pas, hein, parce que ce sont des animaux qui sont très utiles dans la nature. Pourquoi sont-ils utiles dans la nature? Allez, non, vous avez laissé votre langue en Bourgogne. Hein. Oh là 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 là! C'est la première fois que j'ai une classe de 3e aussi calme ou aussi amorphe. Je ne sais pas quel est le terme qu'il faut utiliser. Franchement, alors, ça sert à quoi? Ouais, voilà. Donc ça sert à manger des rats, à manger des souris. Donc ça, alors des insectes, effectivement, pour certaines espèces de serpents, vous avez un serpent, et notamment une vipère en France, qui ne mange que des orthoptères. Enfin, de temps en temps, il peut quand même se manger un petit mulot. Mais sa spécialité, quand même, ce sont les orthoptères. C'est la vipère d'Orsini, qui ne vit que du côté du Mont Ventoux et dans les Alpes-Maritimes. Oui, François, c'est quoi les orthoptères? Ah oui, justement. Il ne faut pas toucher les vipères ou les embêter parce qu'on sait qu'elles sont vénéneuses. Alors, c'est vrai, sauf que vénéneux, c'est utilisé pour les champignons. Chez les animaux, on va utiliser donc le terme de venimeux. Venimeux, donc, notamment par injection, injection donc de venin. Okay, donc, venimeux, tu utilises. Mais c'est vrai que tu risques, si tu manipules donc, un serpent, tu risques de te faire mordre. Même si tu as des serpents qui ne mordent pas. Okay, et d'ailleurs, la plupart du temps, quand une vipère te mord, elle ne t'injecte pas de venin. Bien. Maintenant, puisqu'on est dans le venin, bon, là, vous allez être peut-être un petit peu plus actif, hein, j'espère. Vous êtes parti vous balader, aller dans le parc du Morvan, et là, ben, vous avez vu un serpent, et puis vous vous êtes dit, waouh, Françoise, elle m'a dit que c'était pas très très dangereux, allez, hop, je vais quand même l'attraper et voir ce que c'est. Puis, ah, c'est ballot, vous aviez oublié la différence entre une couleuvre et une vipère, et vous vous êtes fait mordre, donc par une vipère notamment. Qu'est-ce que vous faites? Alors, toi, tu utilises donc un aspi-venin. Ok? T'as une idée? Tu sais rien? Tu sais pas? Et extraire du venin pour faire du médicament. Ouais, mais t'es tout seul dans le parc de Morvan, tu te vois extraire du venin pour faire un médicament? C'est toi qui vas faire ça? Non. Non, c'est pas toi. Donc, qu'est-ce que tu fais, toi, personnellement, pour toi? Non, tu sais pas? Bon, ça fait mal, hein? Ouais, ça fait mal, je peux vous le dire. J'ai été envenimée pour la première fois de ma vie cet été, au 1er juillet. Ça fait mal, une envenimation. Qu'est-ce qu'on a mal? Quand on a mal, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la police. On appelle la police. Non, Très bien. Non, On une appelle la ambulance. police. On appelle les secours, ok. D'autres idées? Non? Vous savez pas? Ouais, pas bouger, mais si t'es tout seul, tu vas sécher sur place. Autre idée? Bon, bah alors je vais vous le dire. Ce qu'il faut surtout que vous fassiez, et surtout ce qu'il faut que vous ne fassiez pas. Je remets ma bête en place. Donc, eh ben, on va prendre mon exemple de cet été. Je me suis fait mordre. Ça a été la faute à pas de chance. Donc j'avais des gants, voilà. Et puis ben, c'est un crochet qui est passé à travers la couture du gant. Bien. Mais vous voyez, en 30 ans de manipulation, c'est la première fois que je me fais envenimer. Mais ce que je voulais surtout vous signaler, c'est que le serpent m'a mordu. Pourquoi? Parce que je l'avais dans les mains. Donc c'est moi qui lui ai cassé les pieds, si je puis dire, même s'il n'a pas de pieds. D'accord? Donc il m'a mordu parce que je le manipulais.
Un serpent ne mord qu'à partir du moment où il n'a pas le temps de fuir, qu'il est acculé. Donc sa façon à lui, la seule façon qu'il a de se défendre, il ne peut pas vous balancer un coup de poing, il ne peut pas vous balancer un coup de pied non plus, d'accord? Donc, il va vous mordre. Bien, donc il a des dents, il mord. Et là, la faute n'a pas de chance, celle-là avait décidé de m'envenimer, donc elle m'a injecté donc, du venin. Donc ça se passe comment? Chez les vipères, de chaque côté de la tête, vous avez des glandes. Ce sont des glandes salivaires qui, avec l'évolution, se sont transformées donc, en glandes à venin. Ces glandes sont reliées donc, par une espèce de petit tuyau, je vais dire, à 2 crochets venimeux, donc 2 grandes dents, qui sont donc des appareils qui vont inoculer donc, le venin. Et au repos, ces crochets se rabattent donc, dans le palais de l'animal. Et au moment de la morsure, donc, les crochets sont projetés donc, vers l'avant, l'animal mord et injecte son venin à la manière d'une seringue. Tout le monde a compris? Bien. Donc, injection donc, du venin, ce coup-ci. Ça fait mal. Ça, c'est clair. Et ça commence, moi j'ai été mordu ici, à ce doigt-là, et donc ça commence à gonfler, donc ça fait un œdème qui va se propager de plus en plus, donc qui va te prendre toute la main, des fois tout le bras, des fois donc tout le flanc. Et donc ça, après, en fonction des symptômes donc, de ton envenimation, c'est classé en différents grades. Okay, et à partir donc, du grade 2, c'est-à-dire avec un œdème qui se déplace, qu'on appelle un œdème extensif, là, il faut faire un sérum antivenimeux. Okay, mais avant tout ça, si vous vous faites mordre, déjà, vous ne prenez pas de couteau pour couper et essayer d'extraire donc le venin pour le faire sortir. Ça ne sert à rien et vous ne faites qu'aggraver donc les choses. Vous n'aspirez pas non plus le venin avec la bouche. Enfin, la blessure, essayez d'aspirer le venin donc avec la bouche. Pourquoi? Parce que le serpent, il ne se lave pas les dents tous les jours. Donc, il a dans la mâchoire, donc dans la bouche, il a des bactéries. Donc, ces bactéries, si tu mets ta main à la bouche, eh ben, les bactéries, tu les mets dans la bouche. C'est pas vraiment le but du jeu. Okay, donc, pas d'incision, pas d'aspiration. On ne fait pas pipi dessus non plus. Ça, je l'entends souvent. Donc, on ne fait pas pipi dessus. Ça ne sert à rien. Donc, pas de pipi dessus. On ne prend pas non plus de cigarettes ou de briquets ou de flammes pour approcher donc, auprès de la zone envenimée. Le venin n'est pas ce que l'on appelle thermolabile, c'est-à-dire que les toxines ne sont pas détruites par la chaleur. Ça marche avec les piqûres de guêpes d'abeilles, où il faut approcher une source de chaleur et non pas... ça, c'est bon pour les westerns. Hein, okay, donc, pas de brûlure. Et ce qu'il ne faut surtout pas faire non plus, c'est ce que l'on appelle le garrot, c'est-à-dire serrer très très fort au-dessus de la morsure, de façon à ce que le venin, c'est vrai, ne passe pas, mais de l'autre côté, qu'est-ce qui ne passe pas? Le sang. Le sang. Et le sang, ça sert à quoi? À vivre, donc à oxygéner tes cellules. Donc si tes cellules, elles ne sont plus oxygénées, elles meurent. Okay, donc là, vous avez un gros risque de gangrène, etc., etc. Donc, pas de garrot, pas d'incision, pas d'aspiration, pas de brûlure, et on ne fait pas pipi dessus. Et on ne boit pas d'alcool, et on ne boit pas de café. D'accord? Première chose à faire maintenant, on reste calme, on ne s'affole pas. Parce que plus vous allez vous affoler, plus vous allez sauter dans tous les sens, etc. Et plus votre circulation sanguine va s'accélérer, et s'il y a du venin, plus le venin va se propager dans votre organisme. Donc, on reste calme, on ne s'affole pas, on n'hurle pas, on ne saute pas dans tous les sens. Autre chose, tout ce qui est bijoux, bagues, bracelets, montres, tout ce qui peut servir de garrot, finalement, vous les retirez. Okay, parce que si ça gonfle et que vous avez une bague, obligatoirement, la bague, elle sert de garrot. Donc, vous retirez les bijoux, tout ce qui peut donc, empêcher donc, la propagation donc, du venin et aussi surtout le sang. Okay, donc, pas de bijoux, vous retirez tout ça. Vous pouvez également mettre une vessie de glace, c'est-à-dire refroidir la zone qui a été mordue.
et vous immobilisez donc votre membre de façon à ce qu'il ne bouge pas, et tout doucement, vous allez à l'hôpital. Ou alors, vous appelez les secours, vous appelez les pompiers. Okay, et vous allez à l'hôpital. Et là, à l'hôpital, on vous mettra en observation pour voir si oui ou non vous avez été envenimé par une vipère, et si oui, à quel grade d'envenimation vous êtes rendu. Et en fonction de votre grade, vous aurez un sérum ou non, un sérum antivenimeux. D'accord? Bien, tout le monde a compris? Vous avez tout compris? Et interrogation écrite tout à l'heure. Voilà, et ça compte pour le brevet. Il n'y a pas de raison. Non? Non, vous ne voulez pas. Oh, c'est même pas drôle. On a 4 vipères françaises. Bah oui, vipères en France, elles sont françaises. Donc, on a donc la vipère Aspi, qui, elle, se trouve plus au sud donc, de l'île de France, d'accord, donc dans le sud de la France. Nous avons donc la vipère d'Orsini, celle dont je vous disais tout à l'heure, qui mangeait des orthoptères, les orthoptères étant des criquets, voilà, des criquets, des sauterelles. Donc elle a vraiment, c'est elle qui a le venin le moins dangereux de France. Pourquoi? Parce qu'elle s'attaque à des criquets, donc elle n'a pas besoin d'un venin hyper toxique. Donc c'est une bête qui est en voie de disparition en France, qui ne vit plus que du côté du Mont Ventoux et dans les Alpes-Maritimes. Elle est vraiment en voie de disparition. Alors on a une autre bête que l'on appelle donc la vipère péliade. Où elle est la péliade? Elle est où, vipère, vous la voyez la vipère? Ça c'est aussi. Comment ça? C'est vrai que. Alors, le problème c'est que ici, tout est classé par numéro et non pas par bête. Et à chaque fois, je me prends la tête à chercher donc les animaux. Donc la vipère Bérus, voilà. Donc c'est une autre vipère qui, elle, est plus adaptée donc, au froid. Donc on va plus la trouver donc, au nord de la France et en Bretagne. Et elle monte d'ailleurs très très haut donc, en Europe. Voilà. Donc, voilà. Et il m'en reste une qui ne vit que dans les Pyrénées, que l'on appelle la vipère séouane. Et je ne sais pas où elle est, la séouane. Voilà. Tu sais où elle est, ta séouane? Bon, bah écoutez, faites-moi confiance. Il y a une 4e vipère qui ne vit plus que... On a 4 vipères françaises. Bah oui, vipères en France, elles sont françaises. Donc on a donc la vipère Aspi, qui elle se trouve plus au sud donc, de l'île de France, d'accord, donc dans le sud de la France. Nous avons donc la vipère d'Orsini, celle dont je vous disais tout à l'heure, qui mangeait des orthoptères, les orthoptères étant des criquets, voilà, des criquets, des sauterelles. Donc elle a vraiment, c'est elle qui a le venin le moins dangereux de France. Pourquoi? Parce qu'elle s'attaque à des criquets, donc elle n'a pas besoin d'un venin hyper toxique. Donc c'est une bête qui est en voie de disparition en France, qui ne vit plus que du côté du Mont Ventoux et dans les Alpes-Maritimes. Elle est vraiment en voie de disparition. Alors on a une autre bête que l'on appelle donc la vipère péliade. Où elle est la péliade? Elle est où, vipère, vous la voyez la vipère? Ça c'est aussi. Comment ça? C'est vrai que. Alors, le problème c'est que ici, tout est classé par numéro et non pas par bête. Et à chaque fois, je me prends la tête à chercher donc les animaux. Donc la vipère Bérus, voilà. Donc voilà, au moins jusqu'à 10 cm. Mais bon, elle loupe sa proie très, très facilement. Et vous la verrez tout à l'heure vivante, donc au muséum. Donc ici, voilà, vous en avez donc différentes. C'est une grosse bête qui vit et qu'on ne voit pas d'ailleurs parce qu'elle a une couleur tellement jolie et c'est vraiment tellement beau comme bête qu'elle est camouflée donc, dans la végétation et notamment dans les feuilles.
Et donc il y a plein de gens qui marchent dessus malheureusement et qui se font envenimer. Ouais. Et puis, c'est lequel serpent qui a les plus gros crochets? Vitis gabonica, la vipère du Gabon. D'accord. Voilà. Bien. Donc Cerastes. Alors, bon, on va peut-être prendre un autre compactus. Alors, malheureusement, les gens, et les pêcheurs notamment, l'appellent l'aspido. Donc, ce n'est pas une aspic, ce n'est pas une vipère. C'est une couleuvre qui ressemble à une vipère. Pourquoi? Parce qu'elle rend sa tête triangulaire, elle souffle, elle a des zigzags, donc des motifs en forme de zigzag sur le dos, elle vit dans l'eau, elle mange des poissons, elle est complètement inoffensive. Mais quand je dis inoffensive, c'est-à-dire que des fois, elle se love comme ça, elle te fait face, elle souffle, elle rend sa tête triangulaire, elle attaque, bouche fermée. Que du bluff. Vraiment, que du bluff. Donc c'est un animal qui est tué parce que les gens la prennent pour une vipère, parce qu'elle fait croire que c'est une vipère. Mais elle ne fait que croire. Elle a des grosses écailles sur la tête, elle a la pupille ronde, elle a la queue effilée et elle a une rangée d'écailles entre l'œil et la bouche. C'est une couleuvre qui mange des poissons. Et d'ailleurs, qui est très utile dans les étangs. Pourquoi? Parce qu'elle participe au maintien et à la bonne santé donc, de la population de poissons. Parce qu'elle va manger les poissons qui sont malades, par exemple. D'accord? Donc c'est vraiment un animal très utile. Donc ne la tuez pas. Hein. Mais ce n'est pas parce que les animaux sont utiles qu'il faut les laisser en vie. C'est parce qu'on n'a pas le droit, nous, en tant qu'humains, de tuer des animaux. Qu'est-ce qui nous donne le droit de choisir de tuer un animal par rapport à un autre? Vous poserez la question. D'accord? On n'est pas les juges de la nature en disant « Ah ben lui il a le droit de vivre, lui il n'a pas le droit de vivre. Lui il a le droit de vivre parce qu'il est utile à l'homme ?» Non. Non, les animaux ils ont le droit de vivre, point barre. Ils font partie de la nature au même titre que nous faisons partie de cette nature. Ok? Donc la couleuvre vipérine, vous voyez, elle ressemble à une vipère, mais ce n'en est absolument pas une. Si vous regardez bien, il y a des grosses écailles sur la tête. Attendez, on va essayer de la... Voilà. Donc grosses écailles donc, sur la tête, on le verra tout à l'heure avec une autre bête sur les écailles. Il y a une rangée d'écailles entre l'œil et la bouche, et la pupille est ronde, et la queue est longue et effilée. D'accord? Alors, une autre bête que l'on trouve dans l'eau, parce que les vipères, c'est rare de trouver une vipère dans l'eau. Hein. Ce n'est pas son milieu. Ok? Si elle est dans l'eau, peut-être qu'elle est tombée dedans aussi. Hein. D'accord? Mais ce n'est pas son milieu. Alors, une autre bête que l'on trouve dans l'eau, c'est donc la couleuvre à collier. Et là, vous allez voir que... grosses écailles sur la tête. Là, ça se voit bien. Voilà. Et alors, elle a une façon à elle, très particulière, de lutter contre les prédateurs. Elle fait semblant d'être morte. C'est-à-dire que... Qu'est-ce qu'elle va faire? Attendez, je la repose. Elle se met sur le dos, comme ça. Elle ouvre la gueule, il y a la langue qui pend. Et là, elle ne bouge plus. Elle fait semblant d'être morte. Et pour que ça soit vraiment crédible, elle va vider son cloaque. Et ça pue. Mais ça pue vraiment très fort. Et ça veut dire aux prédateurs qui aimeraient la manger, c'est « Je suis morte, pourrie, je pue, tu ne peux pas me bouffer parce que depuis le temps que je suis morte, je suis immangeable. » Et donc elle ne bouge plus. C'est sa façon à elle donc, de lutter donc, contre les prédateurs. Et même quand vous les attrapez, des fois, outre l'odeur, eh ben, elle se met en catalepsie et elle ne bouge plus. Donc c'est rigolo quand même. Vous voyez, tous les animaux n'ont pas le réflexe de mordre. C'est vraiment le message aussi que j'essaye de vous faire. Sur ce côté-là. Ah oui, Thamnophis. Ah, allez, je vais vous raconter une petite histoire. Parce que c'est trop drôle. Je viens à la lumière. Alors, Thamnophis, c'est une couleuvre
dans le nord des États-Unis et donc au sud-ouest du Canada. Donc, vous voyez un petit peu la région. Et alors, ce sont des couleuvres extra. Enfin, moi, elles m'éclatent particulièrement. Parce que déjà, comme beaucoup de couleuvres, elles vont hiberner toutes au même endroit et en même temps. Donc, tu peux trouver donc, des cavités où tu peux avoir 300, 250, 300 individus au même endroit et qui vont hiverner donc ensemble. Okay? À la sortie d'hivernation, alors ça, c'est génial. Tu vas d'abord avoir les mâles qui vont sortir. Déjà parce qu'ils vont se faire manger par les prédateurs. Et désolé messieurs, mais les mâles dans la nature, c'est moins important que les femelles. Puisque les femelles, c'est elles qui portent les œufs ou les petits. Okay? Donc, tu as d'abord les mâles qui vont sortir. Bien, ils vont se réchauffer. Après, tu as les femelles qui commencent à sortir. Les femelles, cette espèce-là, elle est dite ovipare. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire? Ovipare, qui mange des œufs. Et quand les œufs sont gardés dans le ventre, on dit que l'espèce, elle est donc vivipare. D'accord? C'est-à-dire que les œufs sont couvés dans le ventre et à la sortie, les petits sont complètement donc formés. Okay? Donc elle est, la Thamnophis, elle est vivipare, c'est-à-dire qu'elle va donc avoir ses petits donc, dans le ventre. Okay? Et pour pouvoir plaire et avoir une chance, elle se gonfle pour paraître plus grosse et pour dire au mâle, viens te reproduire avec moi, je suis très grosse, donc je suis capable d'avoir donc un maximum de bébés. Bien. Mais tu as les mâles, eux, il y a certains mâles qui sont absolument géniaux. Pourquoi? Parce que eux, ils vont tricher. Et ils trichent comment? Déjà, ils vont rester plus longtemps en hibernation que les autres. Après, ils vont sortir. Les couples formés, donc où on peut avoir même une femelle avec plusieurs mâles, donc qui essayent donc, de se reproduire donc, avec la femelle, d'accord, sont en train de se former. Et eux, ils arrivent. Voilà, ils sortent un peu après tout le monde. Et là, ils vont tricher. Pourquoi? Parce qu'ils vont dégager des phéromones, donc des odeurs, des molécules odorantes, d'accord, des odeurs, qui veulent dire « Venez vous reproduire avec moi, je suis une belle femelle ». Donc ils mettent le bazar finalement dans ces boules ainsi formées, et les mâles qui sentent cette odeur très attrayante, eh ben, laissent tomber la vraie femelle et vont vers donc, le mâle qui s'est travesti finalement en femelle. Du coup, la vraie femelle, elle est abandonnée. Et ben, c'est la fausse femelle, donc le travesti, qui va arrêter donc, de balancer ses phéromones, qui va se reproduire avec la vraie femelle. Et une fois qu'il aura fait donc, son affaire à la femelle, il va émettre donc, un bouchon au niveau donc, du cloaque, bouchon qui va fermer donc l'orifice de la femelle, et dans ce bouchon, il y aura d'autres phéromones qui diront au mâle, c'est trop tard, elle a été fécondée, tu ne peux plus te reproduire avec celle-là. Alors maintenant, il faut savoir que dans la reproduction des serpents, eh ben, il y a des choses qui sont rigolotes. À savoir que les serpents, les mâles, ils ont ce qu'on appelle un hémipénis. Est-ce que vous savez ce que c'est? Un pénis, vous savez ce que c'est? Waouh, bien. Et un hémipénis, eh ben, c'est un pénis en deux parties. C'est-à-dire que les mâles, ils ont un zizi en deux parties. Qui est, donc, les hémipénis sont invaginés à l'intérieur donc, du ventre donc, du mâle. Et quand il veut se reproduire, donc, il sort ses hémipénis, et il y a un seul hémipénis qui va être utilisé pour la fécondation. Donc il y a pénétration donc, de la femelle par un pénis. Et les pénis, chez les serpents, sont très particuliers parce que sur chaque morceau de pénis, il y a des espèces d'épines qui s'accrochent à l'intérieur donc, de la femelle. N'oubliez pas que le mâle, il n'a pas de bras pour maintenir la femelle lors de la reproduction.
et ben, pour que la femelle ne bouge pas, et ben, ces espèces d'épines vont s'ancrer à l'intérieur donc de la femelle pour que la reproduction donc puisse avoir lieu. Ok ? Vous comprendrez que ce ne sont pas les pattes donc, qui poussent, mais les hémipénis des mâles qui sortent sous l'effet de la douleur. D'accord ? Donc les serpents, ils n'ont pas des pattes qui poussent. Ça, ce sont des grosses bêtises. Ok ? On est dans le... Bien. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Ouais, hein. Alors, vous la connaissez cette bête-là ? La couleuvre verte et jaune. Oh, c'est elle que vous avez certainement dans votre région. C'est certainement la couleuvre la plus commune avec la couleuvre qui fait la morte, donc la couleuvre à collier. Donc de tout à l'heure, ce sont vraiment les deux couleuvres les plus communes de France. Dans le Morvan, si je peux me permettre, oui. Françoise, dans le Morvan, c'est l'esculape qui est plus commune. C'est l'esculape qui est plus... Au niveau de la périphérie, c'est plus la verte et jaune, tandis que dans le cœur du Morvan, donc c'est l'arboricole, c'est l'esculape. D'accord. Bon, ben, je vais vous montrer aussi une esculape. Donc, la verte et jaune, c'est elle qu'on appelle aussi le fouet, ou le cinglant aussi, elle a comme nom. C'est certainement le serpent le plus thermophile donc de France. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que les reptiles sont des animaux à température variable. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Ouais. Ectotherme. Alors, à sang froid, tu oublies, et à sang chaud, tu oublies. Okay? Ce ne sont pas des termes corrects vis-à-vis donc des animaux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à température variable? Vous allez imaginer que je suis un serpent. Ok? Bien. Mettons qu'ici, il fasse 15 degrés. Eh bien, mon corps de serpent sera à 15 degrés. S'il fait 20 degrés, mon corps de serpent sera à combien? 20 degrés. S'il fait 45 degrés, 45. Eh bien non, là, je suis morte. Il faut quand même une limite. Et s'il fait 0 degré, qu'est-ce qui se passe? Eh bien non. Les reptiles, comme les amphibiens, vont entrer dans ce qu'on appelle la latence hivernale, c'est-à-dire qu'ils vont donc s'endormir, ils vont hiverner donc, pendant toute la période donc, de l'hiver. Okay? Et ils vont ressortir dès qu'il commencera donc, à faire un petit peu plus chaud donc, pour eux. Donc il y a des serpents qui ont besoin de plus de chaleur que d'autres pour ce que l'on appelle la thermorégulation, c'est-à-dire pour réguler leur température interne. Okay? Nous, notre température à nous, elle est de combien? 37. 37. Si tu as 38, 39, qu'est-ce qui se passe? Donc tu es malade. Tandis que eux, ils ont donc cette possibilité, ils subissent finalement la température donc, extérieure. Donc ce serpent-là, eh ben, c'est un serpent qui a énormément besoin de chaleur. Donc c'est la raison pour laquelle vous le voyez souvent donc, en train de se faire chauffer donc, au soleil pendant la saison chaude. Alors que d'autres espèces, s'il fait trop chaud, comme les vipères, ou comme la vipère péliade par exemple, s'il fait trop chaud, vous ne les verrez pas. Ils vont entrer dans ce qu'on appelle l'estivation. C'est-à-dire que pendant l'hiver, les animaux vont hiverner, d'accord, vont entrer donc en latence hivernale. Et l'été, s'il fait trop chaud, c'est pareil, ils vont se cacher et ils vont entrer donc en estivation et vous ne les verrez plus. Okay? Bien, donc animaux à température variable ou ectotherme ou polykilotherme. Ça s'appelle aussi. Regarde. Bah écoute. Ouais. C'est bon. C'est bon. Alors donc, coronelle, la coronelle lisse que vous devez avoir dans le Morvan. Tout à fait. Voilà. Et beaucoup plus bas, vous avez une autre coronelle que l'on appelle la coronelle girondine. Alors, c'est rigolo parce que la coronelle lisse, celle que vous avez chez vous, elle est dite vivipare, c'est-à-dire qu'elle met au monde, donc les œufs sont couvés dans le ventre et les bébés sortent complètement formés. Alors que la coronelle girondine, elle est ovipare, elle pond des œufs. Mais ces deux coronelles sont des spécialistes
pour manger d'autres reptiles. Donc elle mange des lézards et elle mange notamment des serpents par la même occasion. D'accord? Donc vous voyez que nous avons aussi donc, des ophiophages et des saurophages donc, en France, avec les coronels. Voilà, donc ça, c'est une bête que l'on trouve chez nous. Qui est capable de manger même des vipères. Hein. Oui, et qui est capable de manger des vipères, effectivement. Mais bon, la plupart du temps, elle mange quand même beaucoup de lézards. Et ça, c'est une... quand on veut la trouver, eh ben, il faut la chercher donc, le long des murs, donc des murets, et observer donc, les lézards qui y vivent. Et notamment, si vous avez une population de lézards qui ont la queue cassée ou qui ont des queues donc, en régénération, ben, vous pouvez vous poser la question, à savoir, y a-t-il des couleuvres coronelles donc, dans le coin, ou y a-t-il des chats dans le coin? Parce que les chats, j'adore les chats, hein, là n'est pas mon propos, mais les chats, c'est vraiment une véritable catastrophe pour la nature. On a estimé, il y a une étude notamment en Angleterre, qui étude, et les scientifiques ont suivi donc à peu près, je ne sais plus combien de chats, donc c'est au moins 500 chats sur 5 mois, et ils ont estimé qu'un chat tuait en moyenne, à lui tout seul, donc le chat genre le mien, qui a sa gamelle, hein, donc qui a tout ce qu'il faut pour manger, qui tuait donc en moyenne 60 proies à lui tout seul dans l'année. Proies qui sont donc des insectes, mais des amphibiens, des reptiles, des oiseaux et des mammifères. Donc si vous avez un chat et que vous voulez donc maintenir la biodiversité donc chez vous, eh ben votre chat, vous lui mettez un collier et vous lui mettez un grelot. Comme ça, au moins la proie, elle a la chance d'entendre le chat arriver avec le grelot. D'accord? Donc faites ça, s'il vous plaît, pour la nature. Bien. Donc je disais que vous avez donc la possibilité donc, de voir s'il y a un chat ou des coronels dans le coin. Mais vous allez me dire, mais les lézards, ils ont la queue qui repousse quand elles se cassent, n'est-ce pas? Ouais. Alors ne vous amusez pas à attraper les lézards parce qu'effectivement, ils ont la queue qui se casse. Oui, elle repousse. Mais ce qui repousse n'est pas la queue d'origine. Ce n'est plus du tout la même structure cellulaire. Donc vous allez avoir un lézard qui va avoir une toute petite queue. Et pourquoi le lézard a-t-il la queue qui se casse, qu'on appelle donc l'autotomie? Est-ce que vous savez pourquoi? Pourquoi a-t-il une queue qui se casse, le lézard? Pour s'enfuir, mais très bien. Mais vas-y, ose, t'as le droit. Donc, effectivement, pour s'enfuir. Donc, le lézard, s'il est attaqué par un prédateur, va casser sa queue, le bout de queue va bouger dans tous les sens, du coup, le prédateur, il va voir cette espèce de bout de queue qui bouge dans tous les sens, et il va être très attiré, très intrigué par ce bout de queue. D'accord? Il va s'intéresser qu'au bout de queue. Et pendant ce temps-là, le lézard, lui, il se sera échappé, vu qu'il aura laissé son bout de queue. Donc, ça veut dire que cette queue est vitale pour l'animal. Donc si vous lui cassez la queue, ben vous lui retirez son moyen de se protéger vis-à-vis des prédateurs. Parce que déjà le temps que ça repousse, et je vous dis, ça ne va pas repousser dans la même structure, ni de la même grosseur, ni de la même longueur, etc. Et des fois ça fait des fourches comme ça, enfin ça fait des trucs complètement atroces. Donc ne lui cassez pas la queue. Pour cette raison. La deuxième raison, c'est qu'une femelle, par exemple, de lézard, qui aurait eu la queue cassée en début de saison, eh ben, va utiliser toute son énergie à faire repousser sa queue, et non à se reproduire. C'est valable également pour les mâles. Un mâle qui aura eu la queue cassée, déjà, il faut savoir que le mâle lézard, plus il a une queue longue et effilée, et plus il est le chef, plus il aura de possibilités donc, de se reproduire. Et si vous lui pétez la queue, eh ben, il perd son statut de chef, entre guillemets, et il perd la possibilité de se reproduire. Et en plus de ça, donc vous lui faites mal quand même à la bête. Ok?
Donc ne cassez pas la queue des lézards, c'est vital cette queue pour ces animaux. A, en latin, c'est privatif, donc sans dents. Okay, donc pas de crochet à venin. Donc c'est le cas de la coronelle, c'est le cas de la couleuvre vipérine, c'est le cas de la couleuvre verte et jaune. Elles n'ont pas de crochet pour envoyer donc leur venin. Il y a un autre type de dents, ce qu'on appelle donc le type protéroglyphe. Alors, protéroglyphe, ça veut dire, je vais poser ça là sans le faire tomber, c'est le type cobra. Donc les dents sont à l'avant donc du maxillaire, d'accord, et sont fixes, ça ne bouge pas, ça ne se rabat pas comme les vipères. Et les dents, donc les crochets à venin, sont cannelés, c'est-à-dire qu'ils ont des espèces de sillons donc sur la dent. Et le venin donc s'écoule par ces sillons. Donc quand l'animal mord, craque, il n'est pas injecté comme pour la vipère, mais ça coule et ça rentre donc dans la peau de l'animal comme ça. Donc ça, c'est ce que l'on appelle donc le type protéroglyphe. Et il y a un quatrième type de dentition, c'est ce que l'on appelle le type opistoglyphe. C'est-à-dire que l'animal va avoir des crochets venimeux à l'arrière donc du maxillaire, donc à l'arrière de la mâchoire supérieure. Okay, et donc, ça signifie que la proie va être envenimée au passage. Et nous, en France, nous avons une couleuvre qui est dite opistoglyphe. C'est ce que l'on appelle la couleuvre de Montpellier. Donc la couleuvre de Montpellier, c'est celle-là. Alors c'est un gros serpent. Voilà. Ça c'est un mâle. Qui peut mesurer jusqu'à, en France, je crois que le record de longueur, ça doit être 2,22 m. Donc c'est le plus grand serpent européen, et dans la littérature, je suis un serpent, et comment le serpent fait pour savoir ce qui se passe autour de lui? Il regarde autour de lui. Alors, il regarde autour de lui, oui, donc il a des yeux. Donc, notamment, par exemple, la couleuvre de Montpellier, elle chasse donc à vue, c'est-à-dire qu'elle se redresse comme ça, et elle chasse donc à vue, donc ses proies. Oui, alors donc, effectivement, il y a la vue. Après, qu'est-ce qui lui permet au serpent de trouver sa proie, ou de savoir ce qui se passe? Alors, son odorat. Et comment il est l'odorat d'un serpent? Oui, il est très développé, mais il est bien particulier. Qu'est-ce qui lui permet de savoir ce qui se passe autour de lui avec l'odorat? Il sent grâce à quoi? Il sent grâce à quoi? Eh bien, justement, Sa langue. grâce à sa langue. Vous avez déjà vu les serpents sortir donc leur langue, la rentrer, la sortir, la rentrer, la sortir. D'accord? Pareil chez les lézards, vous avez déjà vu faire. Et la langue, chez les serpents, elle est dite bifide, c'est-à-dire en deux parties, en deux brins. Ok? Donc, on va imaginer que cette jeune fille est une petite souris. D'accord? Et moi, donc, je vais jouer le rôle donc, du serpent. Donc, je sors ma langue, ok? Et là, j'ai mon brin de gauche qui va se remplir davantage que mon brin de droite des odeurs de cette petite souris. Donc je ramène ma langue dans ma bouche, elle se colle à mon palais, et là il y a un organe que l'on appelle l'organe de Jacobson, et c'est lui qui va analyser toutes les informations que ma langue ramène dans mon palais. Et qu'est-ce que ma langue ramène comme information? Elle me dit qu'à gauche, il y a plus d'odeur de souris qu'à droite. Donc, hop, je vais pouvoir me diriger vers la petite souris et pouvoir donc la manger. Donc, il y a mes yeux et ma langue. Et comme si ce n'était pas fini, il y a des... Elles sont en annexe 1. Vous trouvez que ça pue? Ouais, nous on est habitués. Donc toutes les tortues marines
marines, par exemple, ça c'est une tortue marine, sont des animaux qui sont protégés. On n'a pas le droit de les tuer, de les ramasser, enfin bref, mais ça au niveau international, au niveau mondial. Et c'est donc régi donc, par la Convention de Washington. D'accord? Et la plupart du temps, ben, y a des gens qui les tuent et qui les naturalisent comme ça et qui les vendent donc dans les pays tropicaux comme souvenir pour touristes. Donc n'achetez pas ça parce que d'une part, vous participez donc au massacre d'espèces protégées, donc ça premièrement, et d'autre part, vous arrivez à la douane en France, ben, vous avez une amende salée normalement, et en plus on vous pique le spécimen que vous avez acheté. Et ça arrive chez nous, parce que ce sont des sédinoises, d'accord? Et le problème c'est que ben, chez nous, ben, ça nous envahit, donc les compactus, parce que bah, on est des dépositaires donc légaux et on doit donc les garder, on peut pas les détruire. Donc si vous avancez, je vais vous montrer d'autres saisies de douane qui sont beaucoup plus horribles, encore plus horribles, et c'est bien difficile d'être plus horrible que ça. Et c'est beau, hein, c'est pas bon. Voilà, on avance. Donc vous voyez, tout ça, ce sont donc des animaux qui ont été saisis. Ah ben je l'écrase aussi, il n'y a pas de raison. Hein. Pas raciste moi. Hein. Faut pas. Hop. Pardon. Bon, il m'a tout chamboulé. C'est après. C'est après. Ouais, c'est après. Bon, je vous invite à voir par la même occasion donc, un squelette de serpent. Alors, comme je ne sais pas si je vous ai dit, mais ça vous devriez le savoir, les reptiles sont quand même des vertébrés, donc composés d'un crâne, de vertèbres, et ce que vous voyez là, ce ne sont pas des arêtes, mais les côtes de l'animal. Voilà. Oh, c'est d'un goût. C'est un sac à main. Pour nous les femmes. C'est joli, hein? Voilà. Donc ça, il y a des gens qui trouvent que c'est très élégant, que c'est très beau. Et donc c'est quand même une bête qui a été tuée. Et donc il y a quelqu'un qui l'a acheté, hein? La mode. Hein? C'est joli. Bon, ben voilà. Mais vous allez voir, je vais vous montrer d'autres tout aussi horribles. Alors bien évidemment, tout ce qui est maroquinerie. Voilà. Donc, voilà. Avant c'était une bête. Tout ça pour la mode, notamment. Donc les ceintures, les portefeuilles, les chaussures, les bottes, les sacs à main. Donc tout ça, ce sont donc des animaux qui ont été tués donc pour ce genre de maroquinerie. Et ce sont des espèces protégées qui ont été tuées pour ça. Et on bouge. Je vais essayer de leur montrer la carapace. Donc là, on va... Parce que comme je n'ai pas beaucoup de temps... Voilà, il faut qu'on accélère. Hein. Ah, voilà, il faut accélérer, sinon vous n'allez pas manger. Je vais vous montrer un autre truc absolument. Eh, c'est pareil. Ah, ne m'écrase pas. Ah, ça commence à se réveiller là. C'est joli, hein? Voilà. Donc ça, c'est un serpent. C'est avec un aja. Ils ont fait ce genre de... Ça, franchement, Donc tout ça, c'est des saisies. Hein. tout ça, ce sont des saisies de douane, absolument. Et les saisies de douane, ça encombre les compactus du muséum. C'est franchement horrible. Alors voilà. Moi, j'ai remarqué. Donc voilà un peu ce qu'on peut vous vendre aussi. Donc ça, ce sont des carapaces de tortues. Donc les tortues, elles ont été tuées pour faire des souvenirs pour touristes. Espèces protégées. Et alors, je vais vous en montrer d'autres. Je n'ai pas ouvert le compactus jusqu'ici pour rien.
si il ne m'a pas tout chamboulé. Tu m'as tout chamboulé, alors Ouais. comment je fais? Ben, même moi, j'ai du mal. Oh non, mais Marc, t'exagères là. Ben non, on a été obligés. Oh, ne m'écrase pas. Bon, bah. Elle est où? Ben, je sais pas. Non. Je te promets. Oh non. Je te la retrouverai. Donc vous voyez toutes ces carapaces donc de sortie. Alors, Toi, je te laisse les crocodiles. Toi, je laisse les crocodiles. je suis désolée. C'était juste, c'était là et ça y est, on va débuter quoi. Ah bah, la tortue, mais elle est là-bas. J'essaye de rendre simple donc les travaux des scientifiques, voilà, pour pouvoir diffuser donc la connaissance auprès de tous les publics. Donc mon travail, c'est effectivement de recevoir donc des groupes scolaires, entre autres, mais ça peut être aussi de faire des conférences grand public, ça peut être également de travailler pour la radio, ça peut être aussi de travailler pour la télévision. Comme là, actuellement, je suis en train de rédiger un livre de vulgarisation scientifique pour le grand public, notamment au niveau des reptiles et des amphibiens de France. Voilà, donc mon travail, tu vois, il est d'utiliser tous les supports qui existent pour pouvoir transmettre donc, des messages à la fois scientifiques, mais principalement, mais ça c'est parce que c'est les tripes qui veulent ça, si je puis dire, donc sur la protection de la nature et par, notamment sur le biais des reptiles et des amphibiens, puisque c'est quand même plus ma spécialité. Voilà. Et donc je suis une passionnée et je suis également lauréate pour la vocation. Donc en 1992, j'ai été donc, déclarée lauréate pour la vocation en diffusion des connaissances, en herpétologie, donc reptiles amphibiens. Voilà, entre autres. Et moi je suis, alors au niveau des études, je suis absolument pas une référence en la matière, dans la mesure où je suis rentrée au muséum, j'étais toute jeune, puisque mon papa travaillait au muséum. Mon papa est décédé d'une crise cardiaque en minéralogie. Donc à l'époque, je n'ai pas eu le choix, il a fallu que j'aille travailler. Je suis rentrée au muséum, j'avais 18 ans. Donc voilà, j'étais toute jeune, juste après le bac. Et comme il était hors de question que j'abandonne mes études, j'ai fait le CNAM, donc en biologie, biochimie fondamentale. Le CNAM, c'est un organisme qui te procure donc des cours le soir et le week-end. Donc je travaillais toute la journée, le soir j'allais à l'école et le week-end j'allais aussi à l'école. Voilà, et j'ai fait ça pendant donc, de nombreuses années jusqu'à ce que voilà, je puisse plus le faire. Et sinon, au niveau herpétologie, l'herpétologie étant la science des reptiles et des amphibiens, eh ben, je suis un produit muséum. Voilà, j'ai été formée par les scientifiques du muséum et je continue à être formée par les scientifiques du muséum. Parce que c'est ça qui est bien dans la biologie, c'est que c'est vraiment une science qui est toujours en évolution et que tout le temps on est en train d'apprendre quelque chose. Ça, c'est génial. Voilà. Ça va? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Oh, ça c'est bien d'être d'accord avec toi. D'autres questions? Comment se nomme votre livre? Je l'ai dit, c'est donc médiation scientifique en herpétologie. Voilà, donc je suis médiatrice scientifique. Quel est votre curseur? Mon curseur, qu'est-ce que c'est ça? Oui, j'ai déjà voyagé. Alors déjà, effectivement, ne serait-ce que pour le livre, j'ai parcouru la France pour faire des photos de toutes les bêtes françaises, ne serait-ce que ça. Et effectivement, j'ai eu la chance de partir avec Nicolas Hulot au Costa Rica, tourner à Ushuaia. Voilà, donc au Costa Rica, voilà, si vous cherchez, j'ai tourné à Ushuaia Nature avec lui au Costa Rica. Il y a quelques années de ça, il doit y avoir 4 ans, 3-4 ans, 4-5 ans. Voilà, donc ça fait pas très très longtemps.
Et sinon, j'ai pas mal travaillé aussi en Guyane. J'ai travaillé sur les tortues marines. J'ai travaillé également dans les marais de Caux et j'ai travaillé à Cuba aussi. Donc voilà, j'ai eu la chance aussi d'aller donc sur le terrain parce que dans la médiation scientifique, donc cette année, pour la première fois au muséum, enfin en tous les cas, ça fait 30 ans que je suis là, ça n'existait pas. J'ai monté la première formation reptile et amphibien pour le grand public au muséum. Donc c'est une formation qui est ouverte à tous les naturalistes et à tous ceux qui sont intéressés par ces animaux et qui leur proposait donc des cours donc, théoriques. Et comme je vous disais tout à l'heure, les cours théoriques c'est bien, mais il faut surtout aller dans la nature et faire des sorties naturalistes pour se plonger dans le milieu et voir comment les animaux vivent. Donc à chaque groupe zoologique, à savoir les reptiles, il y avait des cours, mais une sortie naturaliste où les stagiaires ont pu découvrir donc, des serpents dans la nature en Île-de-France. Et il y avait donc des cours sur les amphibiens et également poursuivi par une sortie naturaliste la nuit, donc sur ces animaux. Donc voilà, et j'espère qu'en 2013, je vais pérenniser donc cette formation qui a très très bien marché d'ailleurs l'année dernière. Enfin non, cette année. Voilà un exemple de ce que je fais, entre autres. Je fais beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà. Et ça peut être là cette année aussi, j'ai travaillé pour RTL et j'ai travaillé pour une émission que j'ai adorée qui s'appelle comment déjà? Non, pas les grosses. Les petits bateaux. Et les petits bateaux, c'est génial, ce sont des jeunes, donc des enfants, qui téléphonent donc à RTL pour poser des questions sur un sujet qui les travaille. Et après, donc RTL fait venir, donc ils réunissent toutes les questions donc, des enfants sur un thème bien spécifique, et ils font venir donc quelqu'un pour répondre à ces questions. Et donc, donc j'ai répondu à une vingtaine de questions d'enfants, donc sur les reptiles notamment. Et donc c'est en diffusion actuellement. Voilà encore une autre facette de mon travail. Donc moi j'ai pas le temps de chercher. Ah ouais, j'ai pas le temps de m'ennuyer du tout là, mais c'est... Ah non. Alors, d'autres questions? Pensez-vous que le muséum va changer dans le futur? Je n'aime pas les questions comme ça. Alors, oui, le muséum va changer, oui, parce qu'on s'oriente de plus en plus vers un fonctionnement d'université. Et voilà, et va changer obligatoirement, vu que nous sommes des fonctionnaires et que de plus en plus, il y a moins de fonctionnaires, et que de plus en plus, les gens qui sont embauchés au muséum sont des CDD, donc des contrats à durée déterminée. Et donc, voilà, c'est la fonction publique qui se casse la figure. Alors que nous, et notamment mon travail, c'est d'être au service du public. Parce que je suis une fonctionnaire, donc une vraie fonctionnaire, avec cette notion d'être au service de, même titre que vos enseignants. Les chevaux, ce sont des chevaux sauvages, d'accord? Et ils sont tellement sauvages qu'ils ont même des chromosomes en plus. Donc c'est eux. Donc on a donc le plan d'élevage, donc à la ménagerie, donc de ces chevaux-là, donc en vue donc de la réintroduction, donc dans la nature. Voilà. Bonjour. Vous avez notre directeur qui passe. De la ménagerie. Donc voilà donc les chevaux de Przewalski et tous les ans ils se reproduisent. Donc tous les ans on a des jeunes
qui partent aussi dans d'autres parcs zoologiques, puisque je vous disais tout à l'heure, c'est international. Et tout ça, c'est noté. C'est noté dans une base de données que l'on appelle ISIS, et avec ce qu'on appelle un studbook. Et donc dans le studbook, vous avez donc toute la généalogie donc, des animaux, avec leur nom, etc., leur date de naissance et tout et tout. Voilà, pour éviter donc de croiser donc, des membres de la même famille. Elle a plus de 40 ans, et en 40 ans, elle a mis au monde 4 bébés ici à la ménagerie, 4 mâles, d'accord, dont Hugo, qui est malheureusement décédé il n'y a pas si longtemps. Et donc, comme je vous disais tout à l'heure, pour tout ce qui est génétique, donc on a fait venir donc, des mâles donc, de pays, d'autres parcs zoologiques. Et notamment le dernier mâle de Nénette, il arrivait à l'époque d'Allemagne de l'Est, d'accord, et il s'appelait Solok. Et c'était un gros mâle, très beau, très magnifique, et qui était absolument extra. Pourquoi? Parce que bon, les orang-outans, on leur donne une source de protéines sous forme de vers de farine. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vers de farine. Donc c'est des petits vers qui se transforment après en petits coléoptères noirs. Et c'est vraiment grand comme ça et la moitié de mon doigt. Et donc il y avait Solok. Et ben, on lui a balancé une poignée donc, de vers de farine donc, dans la cage pour qu'il les mange. Et ben, ça a été la catastrophe pour lui, parce que quand il a vu ces vers de farine, il a eu la croûte de sa vie et il est monté tout en haut de la cage. Et après, on voyait notre Solok qui descendait progressivement et avec un doigt qui, chez moi, ça représente 3 doigts, tu vois, il essayait de s'approcher comme ça. Donc avec le doigt pour pouvoir y toucher à ce verre de farine, tellement il en avait vraiment très peur. Et finalement, il a chopé la barrique qui se trouve dans la cage, il a chopé la barrique, complètement écrabouillé, donc le verre de farine, tellement il en avait peur. Et alors tout ça pour vous dire qu'il y a tout un système, ici, de coulisses que vous voyez là-haut, d'accord, qui permettent donc aux animaux de passer de la cage intérieure à la cage extérieure. Mais des fois, eh ben, vous avez les animaux qui ne veulent pas soit rentrer à l'intérieur, soit sortir à l'extérieur. Et bien c'était facile avec Solok, il suffisait de lui montrer la boîte avec les verres de farine pour qu'il puisse sortir et que le soigneur puisse fermer donc, la coulisse. Tout ça parce qu'il avait la trouille d'un verre de farine. Pas les plus petites bêtes, hein, les plus grosses bêtes qui sont les plus impressionnantes. Et qui travaillait au tournevis, elle avait compris comment fonctionnaient les boulons de sa cage. Et le lendemain, elle avait tout déboulonné. Hein. Il bouge, donc profitez-en pour observer déjà l'animal. Donc la langue, elle sert à quoi? À respirer. Non. À sentir. Voilà. Donc il faut savoir que les serpents sont des animaux donc écailleux. Ils ont des écailles. Mais vous allez me dire, quelle différence y a-t-il entre un serpent à lézard, qui a des écailles, et un poisson, qui a aussi des écailles? C'est plus dur. Et bien c'est ça. Les écailles des poissons, elles sont non soudées. Si tu vois ta maman ou le poissonnier prendre un poisson, un couteau, clac, 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 tu retires les écailles. Alors que si tu prends mon malheureux serpent et tu prends un couteau, tu ne retireras pas les écailles parce qu'elles sont collées donc les unes aux autres. Et la peau est complètement élastique. Donc ça lui permet aussi d'avaler des proies beaucoup plus grosses que lui. Pourquoi? Parce qu'au niveau du crâne, rien n'est mobile, rien n'est soudé. Tout est mobile dans le crâne. Et en plus de ça, si tu ouvres la
la bouche, vas-y, ouvre la bouche. Ouvre, allez, couchez. Vous êtes coincé au bout d'un moment. Eh bien, le serpent, non. Pourquoi? Parce que déjà, il a un petit os, qu'on appelle donc l'os carré, qui permet donc une articulation donc, du crâne beaucoup plus importante. Au niveau donc, des deux mâchoires, elles ne sont pas soudées, donc il y a une espèce d'élastique qui lui permet déjà d'ouvrir une gueule phénoménale. Et en plus, la mâchoire donc, inférieure, elle est en deux parties, comme ça, ok? Et les deux parties sont indépendantes. Donc quand l'animal va avaler donc, une souris, déjà il va pouvoir ouvrir la gueule donc, de façon phénoménale. En plus, les deux mâchoires vont faire un mouvement de va-et-vient. Les dents sont incurvées vers l'arrière, donc ça ramène donc, la proie donc, à l'intérieur de sa gorge, okay? Donc de son œsophage. Et là, il y a la peau qui est élastique, donc qui va se détendre. Il va y avoir les côtes aussi qui vont s'ouvrir pour laisser passer donc, le passage donc, à la proie. Donc vous voyez, c'est vraiment bien fait. Et pour arranger les choses, les serpents, ils ont un poumon en trois parties, donc que l'on dit tripartite. C'est-à-dire qu'ils ont un poumon, le poumon donc trachéen. Après, ils ont un poumon qui est souvent unique, qu'on appelle donc le poumon bronchial. Et après, on a un troisième poumon qu'on appelle donc le poumon saculaire, et qui est absolument pas vascularisé, donc c'est juste une poche d'air, si tu veux. Donc ça signifie que quand le serpent, il mange, donc la proie, elle est donc dans la bouche, donc là, elle obstrue, donc elle appuie sur le poumon trachéen, donc c'est le poumon bronchial et saculaire qui permet donc la respiration. Et plus la proie, elle avance, et plus c'est trachéen saculaire qui respire, et non bronchial, et progressivement. Et chez les serpents marins, qui sont également des serpents qui respirent donc avec une respiration pulmonaire, eh ben, le poumon saculaire est beaucoup plus long et beaucoup plus important que chez les serpents terrestres. Puisqu'il faut savoir que chez les serpents marins, ce sont des serpents qui, avant, étaient des serpents terrestres. D'accord? Et ce sont donc les serpents terrestres qui se sont adaptés à la vie marine. Voilà. Je peux vous en dire que l'on trouve donc chez cette couleur. Voilà, donc là elle se déplace. Donc à chaque fois, c'est un mouvement donc, de réputation donc, qui est horizontal, d'accord? Un serpent, il ne se déplace que comme ça. Okay? Ce que vous voyez dans la littérature avec des serpents qui se déplacent comme ça, qu'on appelle également serpents de mer, ça n'existe pas. Ça, les serpents de mer, c'est né de l'imagination fertile et débordante de l'espèce humaine. Ok? Par contre, on parle de serpents marins. Ça existe. Mais eux, ils se déplacent aussi comme ça. Bien. Donc, Nessie, qui est représenté comme ça, c'est pas possible. C'est qui Nessie? Nessie, c'est... Ah oui, c'est qui Nessie? Le monstre du Loch Ness. Voilà. Il y a un petit bois. Alors, on a fait une vue là. Alors, vous savez que les serpents, quand ils grandissent, ils perdent leur peau. Un serpent de petite espèce en bonne santé va muer en une seule fois. Donc, les serpents, ils ont une croissance continue. C'est-à-dire que toute leur vie, ils grandissent. Et toute leur vie, donc, ils vont changer de peau. Et la peau, elle commence par la rostrale. Donc, elle va se détacher au niveau de la lèvre supérieure. Et ça se détache et ça se retire, un peu comme quand vous retirez vos chaussettes. D'accord? Donc, vous avez la chaussette à l'envers. Et bien, ce que vous trouvez dans la nature, c'est donc la mue, donc l'exuvie du serpent, mais c'est à l'envers. Voilà, je croyais qu'il y en avait un, si vous regardez bien, là vous les voyez. Alors voilà un animal. Regardez, il est en
pas encore parlé de ça, mais vous savez qu'il y a une grande mode qui veut que tu as plein de gens qui achètent dans les animaleries donc des reptiles pour pouvoir les mettre en captivité. Et ça, c'est valable, ce que je vais dire, c'est valable également pour les tortues. Il faut savoir que tous les reptiles et tous les amphibiens, ce sont des animaux sauvages. Ça n'a rien à faire en captivité. Sauf quand il y a des parcs zoologiques qui ont un rôle, dont je vous ai expliqué donc, tout à l'heure le rôle des parcs, ou alors il y a un rôle de recherche également. Mais les particuliers, s'il vous plaît, n'achetez pas d'animaux, ce que l'on appelle les NAC, les nouveaux amis de compagnie. Ce ne sont pas des animaux à avoir en captivité, et en plus de ça, vous participez à ce que l'on appelle le trafic international donc des animaux. Au niveau mondial, il existe 3 grands trafics. 1, le trafic de drogue. En numéro 2, le trafic des animaux. Et en numéro 3, le trafic d'armes. C'est-à-dire que le trafic d'animaux arrive avant le trafic d'armes. Donc ce sont des animaux qui, pour la plupart, sont capturés dans la nature et qui, pour qu'un individu arrive vivant donc dans l'animalerie, il y en a je ne sais pas combien qui y passent. Et du coup, ce sont des prélèvements qui sont faits dans la nature et qui vont avoir une incidence sur la biodiversité notamment. Alors, il est vrai que vous avez beaucoup maintenant d'animaux qui sont issus des élevages pour l'animalerie, mais s'il vous plaît, ne lancez pas cette mode. Je dirais, on en a assez comme ça d'animaux en captivité. Surtout que la plupart du temps, les gens n'y connaissent rien et ramènent des animaux dans des états pas possibles en disant « Mon serpent, il est malade, je ne comprends pas pourquoi. Pauvre serpent, il vient de se taper le périph' à moto autour du cou du mec. » Ça, c'est du vécu, hein, ce que je vous dis là. Hein. C'est vrai. Donc, les caméléons, notamment, ce sont des animaux que vous trouvez notamment dans les animaleries, ou alors qui sont vendus dans les souks d'Afrique du Nord. Donc, tous les animaux qu'on vous vend à l'étranger, ne les achetez pas, ce sont obligatoirement des animaux qui ont été capturés dans la nature, d'accord? Et deuxièmement, vous n'avez pas le droit. Et en plus, vous relancez le commerce donc, et le trafic donc, des espèces. Vous avez compris? Ça, c'est... S'il y a une chose qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui, c'est ça. N'achetez pas d'animaux. Voilà. Les NAC, c'est une grande mode et c'est vraiment au détriment des espèces et de la nature et de la biodiversité. On parlait des tortues florides. Des animaux qui sont relâchés dans la nature, qui arrivent à se maintenir et qui vont rentrer en compétition alimentaire, territoriale, pollution génétique, enfin il y a énormément de causes, et donc sur des espèces introduites envahissantes. Voilà, donc n'achetez pas de caméléons, parce qu'en plus de ça, c'est pas évident de garder les caméléons en captivité. Surtout les reptiles, ça demande une certaine température, une certaine hygrométrie, c'est-à-dire de l'humidité. Et en plus de ça, les caméléons, vous savez, ils ont une langue. Quand ils veulent manger une proie, ils lancent leur langue sur la proie, au bout, donc il y a une glande qui va coller l'insecte par exemple, et il ramène donc, sa langue dans sa bouche. Et le gros problème des caméléons en captivité, c'est que quand il y a une mouche de ce côté-là du terrarium, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit « Oh, la belle mouche !» et paf, il balance sa langue contre la vitre et non contre la mouche. Et du coup, au bout d'un moment, eh ben, cette glande au bout de la langue, eh ben, elle finit donc par se détruire. Et donc l'animal, après, il ne peut plus se nourrir. Et voilà, je vous laisse faire la conclusion, comme quoi il finit par mourir. Les glaciers, les pôles qui ne sont pas colonisés donc, par les reptiles. Voilà. Dans le sud de la France, nous avons 3 espèces de geckos. Et si vous regardez, si vous allez faire un tour au bord de la Méditerranée, la nuit, le soir, près des éclairages des villes, et ben vous pouvez trouver donc des geckos. Bon, pas de cette espèce-là, bien évidemment, mais d'autres, la Tarente ou les midactyles, donc près des éclairages publics. Pourquoi ils sont là? Tout simplement parce que la lumière attire des insectes, et hop, ils attendent que ça leur arrive pour rôtir dans le bec.
Gabon. Plus grand crochet venimeux du monde. Voilà. Raison que les Amérindiens, donc les peuples parce qu'elles transpirent du venin. Effectivement, donc de toute façon, tous les amphibiens ont des toxines plus ou moins dangereuses, mais ils transpirent donc du venin donc par la peau. Et particulièrement donc les animaux qui sont très colorés. Donc quand il y a une couleur très vive, donc un jaune pétant, un vert pétant, ce sont des couleurs dites aposématiques. Donc des couleurs qui alertent le prédateur en lui disant « tu ne me manges pas parce que je suis venimeux, je suis dangereux ». D'accord? Couleur aposématique. Et donc ces animaux donc, transpirent donc, du venin. Et la grenouille à tapiré, donc la dendrobate à tapiré notamment en Guyane, elle est utilisée par les Amérindiens de la façon suivante. Ils récupèrent des bébés perroquets, bébés perroquets à qui ils arrachent les plumes. Ça commence bien. Hein. Donc ils leur arrachent les plumes. L'animal est toujours vivant. Ils prennent une grenouille et avec la grenouille, ils frottent la peau du perroquet, du bébé perroquet. Bien. Donc là, il y a deux cas de figure. Soit le bébé perroquet, il y passe, donc il meurt, on n'en parle plus. Soit le bébé perroquet, il ne meurt pas, et les plumes vont repousser. Et ces plumes qui vont repousser avec des couleurs extraordinaires, couleurs qui sont dues au venin donc des dendrobates. Et une fois que le perroquet a des belles plumes, ben, ils lui tordent le cou, ils lui arrachent ses plumes, et là ils en font donc des costumes donc pour les chefs. Vous voyez comme quoi le venin, ça n'a pas comme action voilà, uniquement de tuer, mais ça peut aussi avoir donc une influence comme celle que je viens de vous décrire. Tout à l'heure, je vous montrais également donc, les philobates, donc Philobates terribilis, elles s'appellent. Donc elles font partie des animaux les plus dangereux au monde. Pourquoi? Parce qu'elles aussi transpirent donc leur venin. Et il faut savoir que chez les dendrobates, les mantellas, les philobates, qui sont quand même des animaux qui ont évolué donc, de la même façon, mais à différents endroits donc, de la planète, que l'on appelle donc la convergence évolutive, ça vous verrez ça peut-être l'année prochaine en SBT, et bien ce venin est récupéré donc, par l'animal de par son alimentation. C'est-à-dire qu'une grenouille, une dendrobate, va manger des fourmis qui vont manger des plantes vénéneuses, et donc les fourmis étant mangées par les grenouilles, et ben les grenouilles récupèrent la toxicité des fourmis donc avalées. Mais elles ne font pas que récupérer cette toxicité, elles vont la multiplier par 5. Donc ça signifie que dans la nature, elles sont très venimeuses, puisqu'elles mangent ces fameuses fourmis notamment, mais en captivité, étant donné qu'on les nourrit avec des vers de farine, avec des grillons, avec des sauterelles, enfin des criquets, et bien cette toxicité est perdue parce qu'elles ne la récupèrent pas de leur alimentation. Voilà. Vous avez tout compris? Oui. Dans ce service se compose de plusieurs pôles. Je suis dans le pôle espèces où j'ai en charge le volet amphibien reptile. Voilà. On va faire la visite de la ménagerie. Donc pendant une demi-heure, après on intervertira avec l'autre groupe et on fera la visite du vivarium. Juste un petit mot sur la ménagerie. Il faut savoir que le site de la ménagerie du Jardin des Plantes, c'est un des plus vieux zoos au monde. Je crois que c'est le deuxième dans l'histoire et il a été créé en 1794. Donc vous voyez, ce site-là, tel que c'est conçu là, bon, il y a eu des évolutions, mais en gros ça a à peu près plus de 200 ans maintenant. Donc je vous propose qu'on fasse la visite.
je ne suis pas spécialiste des mammifères, des oiseaux, donc on va faire le tour. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, on a une petite demi-heure pour faire le tour du site, sachant que c'est pas non plus très très grand, donc on a largement de quoi faire une demi-heure. Alors en fait, le site de la ménagerie du Jardin des Plantes, c'est un des zoos où il y a le plus d'oiseaux. Alors je ne sais pas si vous vous intéressez aux oiseaux, mais notamment il y a une des plus grandes collections de rapaces qu'on va aller voir après en France. Hein. Il y a de grandes cages avec vraiment des grands rapaces. Mais là on rentre pas dans les cages, hein, parce que les condors, si tu rentres dans la cage... Il fait 2 mètres d'envergure. Ouais. Avec on a 2 minutes après, je suis sur le barbecue quoi. Ça remonte qu'est-ce qu'on mange? Tu mets Roland dans la cage. Alors c'est un peu le problème de ces cages, c'est que les décors sont bien sont sympas. Je sais pas si les autres l'ont les autres. Alors ça c'est Qu'est-ce qu'il a expliqué, oui? Qu'est-ce qu'il a expliqué là? Non, ça prend Il est vrai empaillé. Ça se faisait beaucoup à une époque, ça. C'est pas le c'est on peut dépasser le 100 mètres de kilos. Et pour la taille, c'est un animal qui peut atteindre des tailles assez importantes. Et pour l'instant, on n'a jamais trouvé d'un animal de ce extrême.
cette porte qui reste, en fait, c'est un et voilà, ça fait partie des conservants. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la matanza. C'est un animal multiple en Amérique du Sud. Et ça vit dans l'eau, essentiellement. C'est pour ça qu'on parle du squelette externe. Et bien, dans le milieu terrestre, les principaux arthropodes qu'on trouve, ce sont les insectes. Il n'y a pas que des insectes, d'autres arthropodes, les araignées en font partie, les mille-pattes en font partie. Mais l'essentiel des arthropodes terrestres, ce sont les insectes. Donc c'est pour ça, et les papillons sont évidemment des groupes très très riches en termes d'espèces. Donc c'est pour ça qu'il y en a beaucoup qui sont représentés. En plus, comme ce sont plutôt des animaux attrayants, ils sont jolis. Le milieu ouvert par excellence, c'est le désert, c'est-à-dire que vous n'avez quasiment pas d'arbres, voire plus d'arbres du tout. Donc c'est complètement ouvert sur le ciel. Le milieu fermé, c'est la forêt. Donc les forêts tropicales, quand vous êtes en forêt, vous ne voyez pas le ciel. C'est quand même la lumière et largement obscurée. Et vous avez un stade un peu intermédiaire qui est la savane, où c'est en fait une mosaïque d'espaces ouverts et de bosquets. En fait. On parle de savane arbustive. Dans le sens où vous avez des espaces ouverts avec des arbres ça et là. Alors ça peut être... Parce que si on détruit les milieux naturels, évidemment, ça paraît évident que les espèces qui vivent ne peuvent plus vivre et donc la risque de disparaître. Par contre, il y a parfois des endroits qui sont spécialement détruits par l'homme et qui par contre sont extrêmement pollués. Naturalisé avec une nouvelle technique de plastification. Alors, je ne connais pas le détail, mais c'est un vrai. Oui, c'est un vrai. C'est un vrai. Comme ça là. Ouais. Et là, c'est pas une reconstitution. Hein. C'est vraiment l'animal. Ils ont utilisé une technique assez spéciale pour arriver à figer les tissus, parce que comme il s'agit d'un mollusque, c'est très très difficile de présenter un mollusque comme ça, hormis dans un liquide. Et là, c'est parce que une nouvelle technique de plastification, c'est pour ça qu'ils en avaient parlé beaucoup par rapport à la technique, et puis par rapport au fait que vous avez enfin exposé un calamar géant, un vrai calamar. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce que c'est un animal qui a été le plus complémentaire dans les médias parce qu'il a été trouvé. Alors c'est quoi la première question ? Si, on a une question. On a tous eu la même chose de toute façon. Que faites-vous au muséum ? Alors ça, je l'ai dit ce matin. Je travaille au service du patrimoine naturel. Où je suis en fait chargé de mission amphibien reptile. Travail. Voilà. Comment ? Je travaille au service du patrimoine naturel. Le muséum, c'est en fait un établissement important en termes de nombre de services. Et l'un de ces services, c'est le service du patrimoine naturel, donc un service qui a en charge l'inventaire de la biodiversité, l'expertise de la biodiversité. Et donc moi, ce service est composé de différents pôles. Moi, je travaille dans le pôle espèces où je suis le spécialiste des amphibiens et des reptiles. Donc pour chaque groupe, il y a un spécialiste. Voilà, alors il y a oui, des reptiles et des amphibiens. Alors il n'y a pas des spécialistes pour tous les groupes d'animaux ni de plantes, mais disons les animaux les plus couramment étudiés, et notamment les vertébrés, sont particulièrement représentés au sein de ce service.
puisqu'on a un spécialiste d'amphibiens de reptiles, un spécialiste d'oiseaux, un spécialiste des mammifères, il y a aussi un spécialiste des insectes, et là il pourrait y en avoir plusieurs parce que il y a énormément d'espèces d'insectes, et puis il y a un spécialiste des plantes, et donc tout ce groupe de spécialistes en fait en charge de réaliser des expertises quand on nous pose des questions sur des projets de création de nouvelles réserves, sur des projets de création de nouveaux parcs nationaux, ou alors on nous demande notre avis aussi parfois par rapport à des projets de destruction de zones naturelles, parce qu'il y a des projets de construction de routes ou des choses comme ça. Alors ça c'est un des volets, et un des deuxièmes volets c'est de contribuer à la connaissance de la biodiversité, et dans ce sens la plupart des spécialistes de ce pôle suivent des programmes d'inventaire sur les animaux. Donc moi j'ai eu en charge de m'occuper, avec d'autres personnes, je ne suis pas tout seul, mais j'ai eu en charge de m'occuper de l'inventaire des amphibiens et reptiles de France. Et puis là, on va démarrer un autre programme qui vise en fait à faire un état des lieux concernant la présence des tortues marines sur le territoire métropolitain et en Outre-mer.